géopolitique à BFM TV, une chaîne dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, je vais toucher à la question médias et terrorisme puisque la chaîne où je travaille depuis 10 ans est énormément épinglée, étudiée, critiquée sur ce dossier-là. Et j'ai même baigné dans l'ambiance hier soir, donc avec ce qui s'est passé à Copenhague. Alors, avant toute chose, je voulais juste vous demander si vous aviez vous-même senti quelque chose d'universel dans toutes les chaînes, sur toutes les chaînes, concernant la tuerie, enfin, pas une grande tuerie, mais l'acte terroriste à Copenhague. C'est que et si vous ne vous en êtes pas rendu compte, alors vous comprendrez un peu le climat dans lequel nous sommes. Et si vous vous en êtes rendu compte, je vous en félicite. C'est que dès le début de l'incident à Copenhague, tous les médias, je veux dire tous ceux qu'on pouvait remarquer, a pris pour acquis que l'assaillant était un djihadiste. Or, on n'avait pas son identité. Ça, c'est un climat. Vous ne penserez peut-être pas que c'est criminel. Moi, je ne pense pas que c'était si criminel. Mais c'est un peu comme ça qu'on doit deviner dans la presse audiovisuelle de manière très très rapide. On ne peut pas faire un colloque pour savoir. Parfois, on devine. C'est bien, c'est mal, je vous la juge. Deuxième petit rappel, le 11 mars 2004 à Madrid, les attentats ferroviaires, la plupart des médias ont passé peut-être 14 heures à accuser implicitement ETA. Tous les spécialistes d'ETA étaient sur les plateaux, sauf d'une toute petite radio, et peut-être d'autres médias que j'ignore. Parce que moi, j'étais aux manettes ce soir-là, et j'ai dit, ça ne sent pas ETA. J'ai un tout petit peu connu ETA. Ça n'a pas l'odeur. C'est Al-Qaïda. Et j'ai cherché un spécialiste, Claude Moniquet d'ailleurs, qui était d'accord. Et donc, ma petite radio où j'étais n'a pas annoncé que c'était ETA. On a dit c'est possible, mais c'est aussi possible que ce soit ceux dont on n'a pas parlé avant le lendemain à 11h. Donc pour vous dire, on doit beaucoup deviner dans notre métier. Et comme c'est rapide, on fait des erreurs. Voilà. Donc ça, c'est une première focalisation. Deuxièmement, on va aller dans le terrorisme. On m'a posé la question il y a quelques jours. On m'a dit, est-ce que votre chaîne ne pousse pas au terrorisme? Bon, j'ai trouvé ça un peu piquant. Alors je me suis demandé, est-ce que ma chaîne dit, faites un attentat, c'est une très bonne chose? Ça, c'est de l'incitation directe. Ou bien, vous qui voulez faire un attentat, vous êtes des sous-hommes. Ok, je suis un sous-homme, je me venge, je fais un attentat. C'est un tout petit peu enfantin comme accusation, mais j'étais devant un parterre assez grand où on m'a hurlé, 5 ou 6 personnes ont hurlé, c'est une honte ce que vous dites. Et j'ai dit, ben, je ne retire rien. Non, nous n'avons pas incité au terrorisme. Idée bizarre pour moi. Enfin, je passe sur une liste et ensuite, voilà, je ne vais pas développer chaque chose jusqu'au bout. Est-ce que les chaînes d'information informent les malfaiteurs? Ah, ça c'est une autre accusation. On leur dit où est la police. On pointe la télé sur le car de la gendarmerie à 2 secondes de l'intervention et on dit ils sont sur le point d'intervenir et donc ça veut dire que le terroriste il regarde BFM TV ou iTélé ou LCI. Ils sont tous épinglés d'ailleurs dans un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour ceux qui ne connaissent pas la situation française, c'est l'autorité de régulation du bon fonctionnement de la presse radio et télé. Okay.
est-ce qu'on les informe? Eh bien, si vous saviez, dans ma chaîne, de toutes les façons, en tout cas, combien on suit la police et qu'on ne se permet pas de montrer des choses sans au moins penser à leur réaction. Et on est sur le terrain à 50 mètres ou parfois 3 mètres 2. Donc s'ils trouvent que ce qu'on fait est atroce, ils nous le disent très très vite, genre 20 secondes. Donc l'idée comme quoi on a doublé et roulé la police est pour moi absurde. Même si par moment, et les policiers, il y en avait des centaines, c'était pas juste 5 ou 6 gendarmes dans leur coin, la police a informé par SMS, très souvent, nos spécialistes nous ont dit ce qu'on pouvait évoquer et ce qu'on ne devait pas évoquer. Avec ça, on a fait quelques erreurs de quelques secondes, par-ci, par-là. Peut-être qu'on a trop montré l'intervention à Dammartin, qui était un endroit où il y avait les frères Kouachi. Mais rien de tout cela n'était fait dans une sauvagerie dégénérée et forcenée. Même si moi-même, je ne suis pas toujours enchanté par la méthode du tout info, du all news. Donc voilà, est-ce qu'on a informé les malfaiteurs de ce que ça faisait la police? Je crois que vraiment très peu, mais c'est pas impossible dans l'absolu. Voilà. Quelle est notre relation avec les autorités dans une affaire de terrorisme? La plupart du temps, la police peut nous demander de ne pas montrer telle ou telle chose pendant X minutes. Et dans presque tous les cas, en fait, dans tous les cas, mais je n'ai pas fait l'étude exhaustive, nous avons obtempéré. Donc, encore une autre légende qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. N'excluons pas la possibilité que la police utilise des chaînes, balance une fausse info, pour que le malfaiteur voie la fausse information et soit désorienté. Ça, ils l'ont fait. Je ne vais pas vous dire quand et quoi, et je suis, après tout, chroniqueur politique et pas reporter de choc. Voilà. Ensuite, 2 derniers points sur les médias que je connais et le terrorisme, c'est la société civile. Je n'ai pas besoin de répéter ce qu'a dit Alistair, c'était très bien, et tous les autres qui parlaient essentiellement quand on a parlé de l'audiovisuel. Mais que doit-on faire si on est grand rabbin de France pendant un attentat? Que doit-on faire si on est l'un des intellectuels musulmans les plus en vue de France? Qu'est-ce qu'on fait pendant un attentat? On reste à la maison et on dit « je ne veux pas envenimer la situation ». Eh bien, on fait ce qu'on fait d'eux au moins. Je prends Malek Shebel, qui est un penseur écrivain de l'islam algérien-français, et je l'ai vu à la chaîne et il tremblait de fatigue, il a failli tomber. Il a dit « je ne peux pas m'asseoir, je vais m'endormir, mais je vais me battre, et ça fait 12 jours que je me bats. Il est allé à la télé tous les jours pour montrer autre chose de réel sur ce qu'était la pensée musulmane. Ça, pour moi, je tire mon chapeau. Et c'est ça qu'ils devraient tous faire, et c'est ce qu'ont fait certains. Et le grand rabbin de France, il devrait se cacher. Et non, il a fait toutes les chaînes hier. Toutes. On a les quads dans les rédactions, vous avez toutes les chaînes, on le voyait, je ne sais même plus s'il était chez l'un ou chez l'autre. Il a continué à parler. C'est ce qu'ils doivent faire dans le monde de l'instantané. Alors c'est beaucoup moins relevé qu'un papier intelligent qui est dans le Figaro ou Le Monde le lendemain.
Mais voilà, c'est ça que crée le terrorisme comme effet sur les médias. Voilà. Donc tout ceci est horriblement imparfait. Mais on ne peut pas faire mieux, sinon on éteint et on ouvre à 20 heures, on éteint et on ouvre à 7 heures, on éteint et on ouvre à 13 heures. Mais ce n'est pas notre métier. Et puis, une dernière chose sur les pudeurs. Ok, il y a une grosse question, est-ce qu'il faut flouter tel visage, est-ce qu'il faut montrer un cadavre, il y a toutes ces choses déplorables. Bon, triste, je veux dire. Eh bien, on a été, le CSA a condamné toutes les télés, absolument toutes, j'ai le rapport ici, je l'ai lu, toutes les télés pour avoir trop montré. Mais je ne sais pas sur quelle planète ils sont au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni moi, ni la Société des journalistes de la plupart des rédactions. Parce qu'ils se plaignent de choses si minimes, qui sont déjà sur le web. Ce n'est pas des choses si gore que ça. On a reproché à la télé d'avoir montré la une du Daily Mail, dans laquelle il y avait la photo à la une du Daily Mail de l'infortuné héroïque flic Merabet qui est mort. Je ne sais pas à quoi joue le CSA, ça n'a aucun effet sur rien, mais ça les occupe. C'est mon avis. Et le bon côté, cependant, et je termine là-dessus, le bon côté des réticences de pudeur qu'on a très souvent dans les rédactions, on ne peut pas montrer ci, oh, c'est gore, c'est horrible, on ne fait pas. Tout se passe à cette vitesse. Hein. Si vous croyez qu'il y a une réunion au sommet pour parler de ça, pas un dixième du temps. 9/10 des fois, c'est quelqu'un de 25 ans qui prend la décision, tac, comme ça. C'est comme ça. Donc, le bon côté, c'est que dès qu'un message ressemble à de la propagande, on ne le passe pas. Voilà, c'est un truc, le journaliste, même le plus prolétaire, le plus bas, le plus mal formé, le plus approximatif, il n'aime pas le sentiment de balancer de la propagande pure sur l'écran. C'est très basique ce que je vous dis, mais c'est comme interdit, ça sent mauvais, c'est tabou. Mais moi, et je termine vraiment sur cette phrase, je pense qu'un jour, les terroristes pourront faire ce chantage. Ils diront, vous passez ma vidéo ou truc ou Muche sera tué. Et ça, qu'est-ce qu'on dira ce jour-là? Franchement, je ne connais personne qui souhaite faire ça. Celui qui enverra le bouton de diffusion se sentira maudit pour toujours. Mais heureusement, je ne sais pas pourquoi, le terroriste n'a pas encore bougé dans ce sens. Et on résiste, hein, on résiste tant qu'on peut. Mais voilà, je vous ai fait un topo un petit peu dramatique de comment je ressens en tant qu'artisan de la presse audiovisuelle Tout Info, quand il y a